Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. « 150e anniversaire de la Commune de Paris, le 18 mars au 28 mai 1871. Lénine écrit que, je cite, « La cause de la Commune est celle de la révolution sociale, celle de l'émancipation politique et économique totale des travailleurs, celle du prolétariat mondial. Et en ce sens, elle est immortelle. » Le signe avant-coureur d'une société nouvelle, le 18 mars 1871, la classe ouvrière de Paris s'est soulevée contre la bourgeoisie française et dans les jours qui ont suivi, la Commune de Paris a été proclamée. Ils étaient les premiers. C'était la première prise du pouvoir d'État révolutionnaire par le prolétariat et l'une des plus glorieuses pages de l'histoire de la classe ouvrière internationale. Les efforts héroïques du prolétariat de Paris ont marqué un tournant historique de la lutte de classe du prolétariat contre la bourgeoisie parce que, pour la première fois, il agissait en son nom et que les communards ont agi de façon décisive comme force politique indépendante de plein droit pour avancer une cause définie par eux-mêmes. Par leur sang, les communards héroïques demeurent une source d'inspiration profonde et d'enseignement d'une valeur inestimable pour le mouvement communiste et ouvrier international. Le pouvoir d'État, chargé de défendre le système capitaliste d'esclavage salarié et d'exploitation de l'être humain par l'être humain, rongé par la crise, bloque la voie au progrès de la société. Les élites dirigeantes, néolibérales, ont usurpé l'autorité publique et les institutions d'État sont directement contrôlées par les intérêts monopolistes privés les plus puissants. Leur rivalité intermonopoliste a détruit non seulement l'économie de pays entiers, mais également des États-nations au complet, ou les a plongés dans une profonde crise existentielle. Le tissu social de ces pays se désagrège rapidement et les peuples n'ont plus le choix que de trouver une alternative à la collusion et aux rivalités inter-impérialistes qui amènent le monde au bord d'un embrasement mondial. Dans cette situation, les enseignements de la Commune de Paris sont d'une importance particulière pour la classe ouvrière et tous les exploités. L'expérience de la Commune de Paris a détruit le mythe de la nature éternelle et du caractère invincible et neutre de l'État bourgeois, et a fourni la première confirmation pratique des principes les plus fondamentaux du socialisme scientifique tel qu'élaboré par Marx et Engels. Elle a également fourni une expérience pratique qui leur a permis de continuer d'élaborer ces principes. La création de la Commune de Paris a eu lieu dans les conditions d'un grand bouleversement révolutionnaire en France. En 1870, le despote français Louis Bonaparte, qui avait déclenché une guerre chauvine, injuste et anti-populaire contre la Prusse, subit une humiliante défaite. Paris fut alors assiégé par l'armée prussienne, et c'est dans cette situation qu'éclata la Révolution de Paris le 4 septembre 1870, qui renversa le Second Empire de Louis Bonaparte et proclama la République. Appel du comité central de la garde nationale aux électeurs parisiens le 25 mars 1871. Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Défiez-vous également des beaux parleurs, incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront tout à un beau discours, un effet oratoire ou un mot spirituel. Méfiez-vous également de ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste, et c'est aux électeurs à choisir leurs hommes et non à ceux-ci de se présenter. Citoyens, nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré
la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. La bourgeoisie forma le gouvernement de cette république, bien que les ouvriers de Paris, armés pour défendre leur ville, fussent la force principale de cette révolution. Quand, après un long siège, le gouvernement bourgeois capitula devant les Prussiens et, avec leur soutien, voulut désarmer le prolétariat le 18 mars 1871, le prolétariat se souleva et tourna ses armes contre le gouvernement des classes possédantes qui siégeaient à Versailles. Le prolétariat devenait la classe dirigeante pour la première fois. Le 26 mars, la Commune de Paris était élue et elle était proclamée le 28 mars 1871. La Commune de Paris a été écrasée par la suite avec une violence inouïe, mais a fourni un brillant exemple de certaines des caractéristiques fondamentales d'un nouvel État prolétarien. Le 30 mars, 2 jours seulement après la proclamation de la Commune, la conscription et l'armée permanente étaient abolies et la garde nationale, constituée de tous les citoyens capables de porter des armes, devint la seule force armée. Le même jour, elle montra son caractère profondément internationaliste lorsque les étrangers élus à la Commune furent confirmés dans leurs fonctions, parce que le drapeau de la Commune est le drapeau de la République universelle. Afin de se protéger contre tout carriériste qui aurait pu tenter d'avancer ses propres intérêts aux dépens du peuple, la Commune décida de payer ses représentants à un salaire d'ouvriers et de les déclarer tous sans exception révocables en tout temps. Parmi les autres mesures que la Commune a prises pour démanteler l'ancien appareil d'État et instaurer le nouveau, il y a l'élection des fonctionnaires comme les juges, ceux-ci devenant tous révocables en tout temps, la séparation de l'Église et de l'État et la suppression du budget des cultes, le bannissement des écoles de tous les symboles, images, dogmes et prières religieux. Ces mesures signifiaient que la religion est une question qui relève purement de la conscience individuelle de chacun. Surtout, la Commune fit des organes élus des instances redevables, alors qu'elle n'était auparavant que des corps législatifs pour approuver les mesures nécessaires aux classes exploiteuses, tandis que l'appareil bureaucratique était responsable de leur application. Elle donna aux organes législatifs des fonctions à la fois législatives et exécutives, de sorte que ceux qui adoptaient les lois furent aussi responsables de leur application. La Commune prit également d'importantes mesures révolutionnaires pour l'émancipation économique et le bien-être des travailleurs. Elle décréta la remise totale des loyers à partir d'octobre 1870 jusqu'à avril 1871, et les sommes déjà payées sur ces loyers furent des avances sur les futurs paiements. Elle interdit la vente de tous les objets engagés au mont de piété municipal, puis supprimait les monts de piété. Elle interdit le travail de nuit dans les boulangeries. Elle ordonna la remise des fabriques, usines et ateliers fermés aux associations ouvrières. Les communards entreprirent d'appliquer ces mesures, mais presque toutes leurs énergies durent être consacrées à la défense de la Commune contre les assauts barbares du gouvernement de Versailles. À partir de mai 1871, le gouvernement de Versailles avait obtenu la collaboration des Prussiens pour écraser la révolte des travailleurs. Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur main beffroi, emblème éclatant du courage. Toujours il fit pâlir les rois. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'on pris au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Mais planté sur les barricades par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'on pris au combat préparé. Osez, osez le défier,
notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Sous la commune, il flotte encore à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore ses longs plis taillés en haillons. Le voilà, regardez, il flotte fièrement, il bouge, ses longs plis au combat préparés. Osez, osez de défier notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Noble étendard du prolétaire, des opprimés soit l'éclaireur, à tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur. Le voilà, regardez, il flotte fièrement, il bouge, ses longs plis au combat préparés. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Après plus de 28 jours de résistance héroïque, les derniers communards succombèrent à l'assaut général des troupes de Versailles, appuyées par les Prussiens. C'est alors que le massacre des hommes, des femmes et des enfants sans défense, qui avaient fait rage tout au long de la semaine sanglante, atteignit son point culminant. Des milliers et des milliers d'ouvriers sans armes furent massacrés par la bourgeoisie. Si la bourgeoisie se présente comme humanitaire, raisonnable, juste et civilisée, la Commune de Paris a montré la barbarie effrénée à laquelle elle est prête à recourir pour écraser les luttes révolutionnaires du prolétariat, soulignant ainsi l'importance pour le prolétariat, une fois qu'il a pris le pouvoir, d'exercer résolument sa dictature sur les exploiteurs afin de pouvoir consolider ses victoires et établir la démocratie pour la grande majorité des travailleurs. C'est l'enseignement précieux que la Commune de Paris, pendant sa courte existence, a donné au prolétariat mondial. Un enseignement d'une profonde importance dans sa lutte continue pour édifier la société nouvelle, socialiste. Dans le préface à l'édition allemande de 1872 du Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels écrivent « La Commune, notamment, a démontré que la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle qu'elle la machine de l'État et de la faire fonctionner pour son propre compte. La Commune de Paris, qui a montré dans les faits ce que signifie la dictature du prolétariat, offre également des enseignements sur la nécessité d'un parti politique révolutionnaire prolétarien pour le diriger dans les hauts et les bas complexes de la lutte de classe et sur la nécessité de bâtir et de renforcer l'Alliance ouvrier-paysan et d'autres leçons inestimables qui ont été confirmées par la Grande Révolution d'octobre 1917 et les autres luttes révolutionnaires du prolétariat. Aujourd'hui, l'importance d'avoir des partis capables de fournir à la lutte de classe de la classe ouvrière et du peuple opprimé l'orientation et la direction dont ils ont besoin pour développer leur politique indépendante et apporter des solutions aux problèmes de la société est en essence la cause pour laquelle les communards ont combattu et ouvert la voie avec tant d'héroïsme. L'exemple de la Commune de Paris inspirera toujours la classe ouvrière partout dans le monde qui n'oubliera jamais les leçons inestimables écrites dans le sang par les communards. La Commune de Paris a été en effet le glorieux fourrier de la société nouvelle que la classe ouvrière et les opprimés du monde aspirent à créer. Je suis franc et sans souci, ma foi je m'en flatte. Le drapeau que j'ai choisi est rouge écarlate. De mon sang c'est la couleur qui circule dans mon cœur. Vive la commune, enfant, vive la commune. Oui, le drapeau rouge est bien le plus bel emblème de l'ouvrier citoyen, c'est pourquoi je l'aime. L'étendard du travailleur sera toujours le meilleur. Vive la commune, enfant, vive la commune.
Je n'aime point les méchants, ni les bastonnades, mais j'aime tous les enfants, ou mes camarades. Lorsque je joue avec eux, nous chantons le cœur joyeux. Vive la commune, enfant, vive la commune. La commune, savez-vous, petit téméraire, ce que c'est écouter tous, c'est de vivre en frères. Et lorsque nous serons grands, nous combattrons les tyrans. Vive la commune, enfant, vive la commune. Afin d'affirmer les droits de la République, il nous faut vaincre les rois et toute la clique. Plus de bon Dieu de Jésus, des prêtres il n'en faut plus. Vive la commune, enfant, vive la commune. Quand les temps seront venus, aucune famille n'aura plus d'enfants pieds nus, traînant la guenille. Tout le monde aura du pain, du travail et du bon vin. Vive la commune, enfant, vive la commune. Vive la commune, enfant, vive la commune. Extrait d'une lettre de Karl Marx à Ludwig Kugelmann sur la Commune de Paris. Dans le dernier chapitre de mon 18 Brumaire, je remarque, comme tu le verras si tu relis, que la prochaine tentative de la Révolution en France devra consister non plus à faire passer la machine bureaucratique et militaire en d'autres mains, comme ce fut le cas jusqu'ici, mais à la détruire. C'est la condition première de toute révolution véritablement populaire sur le continent. C'est aussi ce qu'ont tenté nos héroïques camarades de Paris. De quelle souplesse, de quelle initiative historique, de quelle faculté de sacrifice sont doués ces Parisiens. Affamés et ruinés pendant 6 mois par la trahison intérieure, plus encore que par l'ennemi, ils se soulevèrent sous les baïonnettes prussiennes comme s'il n'y avait jamais eu de guerre entre la France et l'Allemagne, comme si l'étranger n'était pas aux portes de Paris. L'histoire ne connaît pas encore d'exemple d'une pareille grandeur. S'ils succombent, seule leur bonté d'âme en sera cause. Il eût fallu marcher aussitôt sur Versailles après que Vinoy d'abord et ensuite les éléments réactionnaires de la garde nationale parisienne eurent laissé le champ libre. Par scrupule de conscience, on laissa passer le moment favorable. On ne voulut pas commencer la guerre civile comme si ce mischievous avorton de Thiers ne l'avait pas déjà commencé, en tentant de désarmer Paris. Deuxième faute. Le comité central résilia trop tôt ses fonctions pour faire place à la commune, encore par un trop grand scrupule d'honneur. Quoi qu'il en soit, l'insurrection actuelle de Paris, même succombant devant les loups, les cochons et les sales chiens de la vieille société, est le plus glorieux exploit de notre parti depuis l'insurrection parisienne de juin. Que l'on compare les titans de Paris aux esclaves du Saint-Empire romain prusso-germanique avec ses mascarades posthumes, ses relents de casernes et d'églises, de féodalité et surtout de philistins. À propos, la publication officielle des noms de ceux qui ont reçu directement les subsides de la cassette de Louis Bonaparte révèle que Voigt a touché 40 000 francs en août 1859. J'ai communiqué le fait à Liebknecht pour qu'il en fasse usage à l'occasion. Londres, le 12 avril 1871. Vive la commune de Paris, vive la commune de Paris. Ses mitrailleuses et ses fusils, ses mitrailleuses et ses fusils. La commune battue ne s'avoue pas vaincue. Elle aura sa revanche, vive le son, vive le son. Elle aura sa revanche, vive le son du canon. L'article « Les enseignements de la commune » est le texte du procès-verbal d'un rapport de Lénine publié le 23 mars 1908 dans le numéro 2 de la Zagranichnaïa Gazette, la Gazette de l'étranger. Le journal fit précéder l'article de la note suivante. Le 18 s'est tenu à Genève
un meeting international consacré à 3 anniversaires prolétariens. Le 25e anniversaire de la mort de Marx, le 60e anniversaire de la Révolution de mars 1848 et l'anniversaire de la Commune de Paris. Lénine, représentant le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, y a pris la parole. Dans son intervention, il a souligné la portée de la Commune de Paris. Lénine y fait une référence au manifeste du 17 octobre. Il s'agit en fait du manifeste du 17 octobre 1905, dans lequel le tsar, effrayé par l'essor du mouvement révolutionnaire, avait promis des libertés civiques et une Douma législative. Le manifeste était une manœuvre politique de l'absolutisme dont le but consistait, afin de gagner du temps, à diviser les forces révolutionnaires, à faire échouer la grève et à écraser la révolution. Les enseignements de la Commune par Vladimir Ilitch Lénine. Après le coup d'État qui achevait la révolution de 1848, la France tomba pour 18 ans sous le joug du régime napoléonien. Ce régime conduisit le pays à une ruine économique et aussi à l'humiliation nationale. Insurgé contre le vieux régime, le prolétariat assuma 2 tâches, l'une nationale, l'autre sociale, libérer la France de l'invasion allemande et affranchir les ouvriers du joug du capitalisme en instaurant le socialisme. La réunion de ces 2 tâches constitue le trait original de la Commune. La bourgeoisie formait alors un gouvernement de défense nationale, sous la direction duquel le prolétariat devait combattre pour l'indépendance de la nation. En réalité, c'était un gouvernement de trahison du peuple, qui voyait sa mission dans la lutte contre le prolétariat de Paris. Mais aveuglé par ses illusions patriotiques, le prolétariat ne s'en rendait pas compte. L'idée de patriotisme remonte à la grande révolution du 18e siècle. Elle s'empara de l'esprit des socialistes de la Commune et Blanqui, par exemple, révolutionnaire incontestable et adepte fervent du socialisme, ne trouva pour son journal de titre mieux approprié que « Ce cri bourgeois, la patrie en danger ». Ces 2 objectifs contradictoires réunis, patriotisme et socialisme, constitua l'erreur fatale des socialistes français. Dans le manifeste de l'Internationale de septembre 1870, Marx déjà mettait le prolétariat français en garde contre l'engouement pour l'idée nationale mensongère. De profonds changements se sont produits depuis la Grande Révolution. Les antagonismes de classe se sont aggravés. Et si la lutte contre la réaction de toute l'Europe unissait alors l'ensemble de la nation révolutionnaire, aujourd'hui par contre, le prolétariat ne peut plus confondre ses intérêts avec ceux d'autres classes, des classes qui lui sont hostiles. Que la bourgeoisie porte la responsabilité de l'humiliation nationale. L'affaire du prolétariat est de lutter pour affranchir le travail du joug de la bourgeoisie par le socialisme.
Et en effet, le véritable dessous du patriotisme bourgeois ne tarda pas à apparaître. Après avoir signé une paix honteuse avec les Prussiens, le gouvernement de Versailles aborda sa tâche principale et lança une attaque pour arracher au prolétariat de Paris les armes qu'il redoutait. Les ouvriers ripostèrent par la proclamation de la Commune et la guerre civile. Bien que le prolétariat socialiste fût divisé en de nombreuses sectes, la Commune s'avéra un brillant exemple de l'humanité avec laquelle le prolétariat sait accomplir les tâches démocratiques que la bourgeoisie ne savait qu'énoncer. Sans législation particulière et compliquée, simplement par des actes. Le prolétariat au pouvoir démocratisa le régime social, supprima la bureaucratie, fit élire les fonctionnaires par le peuple. Mais deux fautes anéantirent les fruits d'une brillante victoire. Le prolétariat s'arrêta à mi-chemin. Au lieu de procéder à l'expropriation des expropriateurs, il se laissa entraîner par des rêves sur l'établissement d'une justice suprême dans le pays, unie par une tâche nationale commune. Des institutions comme les banques, par exemple, ne furent point saisies. La théorie proudhonienne du juste échange, etc., régnait encore parmi les socialistes. La deuxième faute fut la trop grande magnanimité du prolétariat. Au lieu d'exterminer ses ennemis, il chercha à exercer une influence morale sur eux. Il négligea l'importance des actions purement militaires dans la guerre civile. Et au lieu de couronner sa victoire à Paris par une offensive résolue sur Versailles, il temporisa et donna au gouvernement de Versailles le temps de rassembler ses forces ténébreuses et de se préparer à la semaine sanglante de mai. Sortez mon char et les gendarmes, on ne va pas les chemins, que les veillards tous en larmes, les mauvais et orphelins, par soins la misère, désormais mais sont tremblants, l'amour est stock, on sait de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais semblants les donner, les mauvais jours finiront. Égal à les manches, contre les pauvres s'y mettront, contre les pauvres s'y mettront. En traquant en chaîne, on fusille, je secours au hasard, la mère côte de son fille, défendre les bras du villard, les chantements de drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chaînes à bande bouge, par les doratés en poère. Oui, mais semblant les donner, les mauvais jours finiront. Égal à la revanche, tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Démons légende, la police, réoffrance, le trottoir, venez nos états de service, et le pistolet on se croit, son fait central et son âme, nous allons être gouvernés par les mouchards et les gendarmes, des sabres peuple écoés. Oui, mais semblants les rangs, les mauvais jours finiront. Égal à la revanche, tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Les papiers, le collier de misère se relèveront tous
délire à demeurer jusqu'à ce qu'on la Sainte-Plique nous croyait une vérité à qu'on défend la République et la justice et du travail. Oui, mais semblant les donner dans les mauvais jours, et dis non, égale à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Mais malgré toutes ces fautes, la Commune est le modèle le plus grandiose, du plus grandiose mouvement prolétarien du 19e siècle. Marx appréciait hautement la portée historique de la Commune. Si au moment où la clique versaillaise tentait perfidement de s'emparer des armes du prolétariat parisien, les ouvriers les avaient abandonnés sans combat, le préjudice de la démoralisation que cette faiblesse eût semé dans le mouvement prolétarien eût été infiniment plus grave que les pertes subies par la classe ouvrière au combat dans la défense de ses armes. Si lourds qu'aient été les sacrifices de la Commune, ils sont compensés par l'importance qu'elle a pour la lutte générale du prolétariat. Elle a profondément remué le mouvement socialiste de toute l'Europe. Elle a révélé la force de la guerre civile. Elle a dissipé les illusions patriotiques et brisé la foi naïve dans les aspirations nationales de la bourgeoisie. La Commune a appris au prolétariat européen à poser concrètement les problèmes de la révolution socialiste. La leçon que le prolétariat a reçue ne sera pas oubliée. La classe ouvrière en fera son profit, comme elle l'a déjà fait en Russie pendant l'insurrection de décembre. L'époque qui a précédé et préparé la révolution russe a quelques analogies avec celle du joug napoléonien en France. En Russie également, la clique absolutiste avait conduit le pays aux horreurs de la ruine économique et à l'humiliation nationale. Mais longtemps, aussi longtemps que le développement social n'eut pas créé les conditions favorables à un mouvement des masses, la révolution ne put éclater et, malgré tout leur héroïsme, les attaques isolées contre le gouvernement dans la période pré-révolutionnaire se brisèrent contre l'indifférence des masses populaires. Seule la social-démocratie sut, par un travail opiniâtre et méthodique, enseigner aux masses les formes de lutte supérieure, action massive et guerre civile armée. Elles surent briser dans un jeune prolétariat les aberrations nationales et patriotiques, et lorsqu'on eut réussi avec son intervention directe à arracher au tsar le manifeste du 17 octobre, le prolétariat se mit à préparer énergiquement l'étape suivante et inévitable de la révolution, l'insurrection armée. Affranchi des illusions nationales, le prolétariat concentra ses forces de classe dans ses organisations de masse, les soviets des députés, des ouvriers et des soldats. Malgré toutes les différences entre les buts et les tâches de la révolution russe et de ceux de la révolution française de 1871, le prolétariat russe dut recourir aux moyens de lutte qu'avait inauguré la Commune de Paris à la guerre civile. Se souvenant des enseignements de la Commune, il savait que le prolétariat ne doit pas négliger les moyens de lutte pacifique. Ces derniers servent ses intérêts quotidiens et sont indispensables en période de préparation de la Révolution. Mais qu'il ne doit jamais oublier non plus que dans certaines circonstances, la lutte des classes se transforme en lutte armée et en guerre civile. Il est des moments où les intérêts du prolétariat exigent l'extermination implacable de ses ennemis dans des combats déclarés. Le prolétariat français le montra le premier pendant la Commune et le prolétariat russe le confirma brillamment lors de l'insurrection de décembre. Ces deux soulèvements grandioses de la classe ouvrière ont été étouffés. Soit. Une nouvelle insurrection n'en éclatera pas moins. Une insurrection devant laquelle les forces ennemies du prolétariat se révéleront débiles et où le prolétariat socialiste remportera une victoire complète. Vers le progrès du mal.
À la mémoire de la Commune, par Vladimir Lénine. 40 ans se sont écoulés depuis la proclamation de la Commune de Paris. Selon la coutume, le prolétariat français a honoré par des meetings et des manifestations la mémoire des militants de la Révolution du 18 mars 1871. À la fin de mai, il déposera à nouveau des couronnes sur la tombe des communards fusillés, victimes de l'horrible semaine sanglante de mai, et jurera une fois de plus de combattre sans relâche jusqu'au triomphe complet de leurs idées, jusqu'à la victoire totale de la cause qu'ils lui ont léguée. Pourquoi le prolétariat, non seulement français, mais du monde entier, honore-t-il dans les hommes et les femmes de la Commune de Paris ses précurseurs? Et quel est l'héritage de la Commune? La Commune naquit spontanément. Personne ne l'avait consciemment et méthodiquement préparée. Une guerre malheureuse avec l'Allemagne, les souffrances du siège, le chômage du prolétariat et la ruine de la petite bourgeoisie, l'indignation des masses contre les classes supérieures et les autorités qui avaient fait preuve d'une incapacité totale, une fermentation confuse au sein de la classe ouvrière qui était mécontente de sa situation et aspirait à une autre organisation sociale, la composition réactionnaire de l'Assemblée nationale qui faisait craindre pour la République, tous ces facteurs et beaucoup d'autres poussèrent la population de Paris à la révolution du 18 mars, qui remit inopinément le pouvoir entre les mains de la garde nationale, entre les mains de la classe ouvrière et de la petite bourgeoisie qui s'était rangée de son côté. Ce fut un événement sans précédent dans l'histoire. Jusqu'alors, le pouvoir se trouvait ordinairement entre les mains des grands propriétaires fonciers et des capitalistes, c'est-à-dire d'hommes de confiance à eux, constituant ce qu'on appelle le gouvernement. Mais après la révolution du 18 mars, lorsque le gouvernement de M. Thiers s'enfuit de Paris avec ses troupes, sa police et ses fonctionnaires, le peuple devint le maître de la situation et le pouvoir passa au prolétariat. Mais dans la société actuelle, le prolétariat, économiquement asservi par le capital, ne peut dominer politiquement s'il ne brise les chaînes qui le rivent au capital. Et voilà pourquoi le mouvement de la Commune devait inévitablement revêtir une couleur socialiste, c'est-à-dire chercher à renverser la domination de la bourgeoisie, la domination du capital et à détruire les assises mêmes du régime social actuel. La chanson de la Commune aussi était chouette. Le fracas du canon s'entend à l'horizon. Le fracas du canon s'entend à l'horizon. C'est la Commune qu'on vient de proclamer. Chacun, chacune, pour elle veut s'armer. Debout, Paris tressaille debout. C'est la bataille debout. Paris tressaille debout. Mais la défaite est proche, le jour fatal approche. Mais la défaite est proche, le jour fatal approche. Nos cœurs succombent, fusillés par rangées devant leur tombe, jurons de les venger. Debout, pas de lutte brève, debout, guerre sans trêve, debout, pour notre rêve, debout. Au début, ce mouvement fut extrêmement mêlé et confus. Y adhéraient des patriotes qui espéraient que la Commune reprendrait la guerre contre les Allemands et la mènerait à bonne fin. Il était soutenu par les petits commerçants menacés de ruine si le paiement des traites et des loyers n'était pas suspendu, ce que le gouvernement leur avait refusé, mais que la Commune leur accorda. Enfin, au début, il bénéficia même en partie de la sympathie des républicains bourgeois qui craignaient que l'Assemblée nationale réactionnaire, les ruraux, les hobereaux sauvages, ne restaurent la monarchie. Mais dans ce mouvement, le rôle principal fut naturellement joué par les ouvriers, surtout par les artisans parisiens, parmi lesquels une active
propagande socialiste avait été menée durant les dernières années du Second Empire et dont beaucoup appartenaient même à l'international. Les ouvriers restèrent fidèles jusqu'au bout à la Commune. Les républicains bourgeois et les petits bourgeois s'en détachèrent bientôt. Les uns effrayés par le caractère prolétarien, socialiste et révolutionnaire du mouvement, les autres lorsqu'ils le virent condamné à une défaite certaine. Seuls les prolétaires français soutinrent sans crainte et sans lassitude leur gouvernement. Seuls ils combattirent et moururent pour lui, c'est-à-dire pour l'émancipation de la classe ouvrière, pour un meilleur avenir de tous les travailleurs. Abandonnée par ses alliés de la veille et dépourvue de tout appui, la Commune devait inévitablement essuyer une défaite. Toute la bourgeoisie de la France, tous les grands propriétaires fonciers, toute la bourse, tous les fabricants, tous les voleurs, grands et petits, tous les exploiteurs se liguèrent contre elle. Cette coalition bourgeoise soutenue par Bismarck, qui libéra 100 000 prisonniers français pour réduire Paris, réussit à dresser les paysans ignorants et la petite bourgeoisie provinciale contre le prolétariat parisien et enfermer la moitié de Paris dans un cercle de fer, l'autre moitié étant investie par l'armée allemande. Dans certaines grandes villes de France, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Dijon et ailleurs, les ouvriers tentèrent également de s'emparer du pouvoir, de proclamer la Commune et d'aller secourir Paris. Mais ces tentatives échouèrent rapidement, et Paris, qui leva le premier le drapeau de l'insurrection prolétarienne, se trouva réduit à ses seules forces et voué à une perte certaine. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et nu vendu. Au mur, qu'avez-vous fait? Je suis des vôtres, je suis vicaire à Saint-Bernard. J'ai dû pour échapper aux autres rester 8 jours dans un placard. Qu'avez-vous fait? Oh, pas grand-chose, de la misère et des enfants. Il est temps que je me repose. J'ai 70 ans. Allons-y tout de suite Et fusillez-moi vite. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et bu vendu. Au mur, qu'avez-vous fait? Voici de liste avec les noms de 100 coquins, femmes et enfants de communistes. Fusillez-moi tous ces gros-là. Qu'avez-vous fait? Je suis la veuve d'un officier mort au Bourget. Et tenez, en voici la preuve. Regardez, s'il vous plaît. Oh, moi je porte encore mon brassard tricolore. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et bu vendu. Au mur, qu'avez-vous fait? 4 blessures, 6 campagnes de congés. Je leur en ai fait voir de dur. Je suis Lorrain, ils sont vengés. Moi j'étais dans une ambulance. Les femmes ne se battent pas. Et j'ai soigné sans différence fédérés et soldats. Moi je m'appelle Auguste et j'ai 13 ans tout juste. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et bu vendu. Au mur, qu'avez-vous fait? Oh, je suis mort, un soldat sans doute enivré a tué mon père à la porte. Et mon crime est d'avoir pleuré.
Qu'avez-vous fait? Sale charogne, fais-moi vite trouer la peau, car j'en ai fait de la besogne avec mon chasse-peau. Et d'un, tu vois ma lune, et de vive la commune. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et du vendu. Au mur. Pour qu'une révolution sociale puisse triompher, 2 conditions au moins sont nécessaires. Des forces productives hautement développées et un prolétariat bien préparé. Mais en 1871, ces 2 conditions faisaient défaut. Le capitalisme français était encore peu développé et la France était surtout un pays de petite bourgeoisie, artisans, paysans, boutiquiers, etc. Par ailleurs, il n'existait pas de parti ouvrier. La classe ouvrière n'avait ni préparation, ni long entraînement et dans sa masse, elle n'avait même pas une idée très claire de ses tâches et des moyens de les réaliser. Il n'y avait ni sérieuse organisation politique du prolétariat, ni syndicats, ni associations coopératives de masse. Mais ce qui manqua surtout à la Commune, c'est le temps, la possibilité de s'orienter et d'aborder la réalisation de son programme. Elle n'avait pas encore eu le temps de se mettre à l'œuvre que le gouvernement de Versailles, soutenu par toute la bourgeoisie, engageait les hostilités contre Paris. La Commune dut, avant tout, songer à se défendre. Et jusqu'à la fin, survenue du 21 au 28 mai, elle n'eut pas le temps de penser sérieusement à autre chose. Au demeurant, malgré des conditions aussi défavorables, malgré la brièveté de son existence, la Commune réussit à prendre quelques mesures qui caractérisent suffisamment son véritable sens et ses buts. La Commune remplaça l'armée permanente, instrument aveugle des classes dominantes, par l'armement général du peuple. Elle proclama la séparation de l'Église et de l'État, supprima le budget des cultes, c'est-à-dire l'entretien des curés par l'État, donna à l'instruction publique un caractère tout à fait laïque et par là même porta un coup sérieux aux gendarmes en soutane. Dans le domaine purement social, elle n'eut pas le temps de faire beaucoup de choses, mais le peu qu'elle fit montre avec suffisamment de clarté son caractère de gouvernement ouvrier et populaire. Le travail de nuit dans les boulangeries fut interdit. Le système des amendes, ce vol légalisé des ouvriers, fut aboli. Enfin, la Commune rendit le fameux décret en vertu duquel toutes les fabriques, usines et ateliers abandonnés ou immobilisés par le propriétaire étaient remis aux associations ouvrières qui les referaient fonctionner. Et comme pour souligner son caractère de gouvernement authentiquement démocratique et prolétarien, la Commune décida que le traitement de tous les fonctionnaires de l'administration et du gouvernement ne devait pas dépasser le salaire normal d'un ouvrier et en aucun cas s'élever au-dessus de 6 000 francs par an. Toutes ces mesures montraient assez clairement que la Commune s'avérait un danger mortel pour le vieux monde fondé sur l'asservissement et l'exploitation. Aussi, la société bourgeoise ne put-elle dormir tranquille tant que le drapeau rouge du prolétariat flotta sur l'hôtel de ville de Paris. Et lorsque, enfin, les forces gouvernementales organisées réussirent à l'emporter sur les forces mal organisées de la Révolution, les généraux bonapartistes, battus par les Allemands et courageux contre leurs compatriotes vaincus, ces Rennenkampf et Meller-Zakomelski français, firent un carnage que Paris n'a jamais connu. Près de 30 000 Parisiens furent massacrés par les soldats déchaînés. Près de 45 000 furent arrêtés, dont beaucoup devaient être exécutés par la suite.
Des milliers furent envoyés au bagne ou déportés. Au total, Paris perdit environ 100 000 de ses fils et parmi eux, les meilleurs ouvriers de toutes les professions. La bourgeoisie était contente. Maintenant, c'en est fait du socialisme et pour longtemps, disait son chef, le nabot sanguinaire Thiers, après le bain de sang qu'avec ses généraux il venait d'offrir au prolétariat parisien. Mais ces corbeaux bourgeois croissaient à tort. Quelques 6 ans après l'écrasement de la Commune, alors que le nombre de ces combattants croupissait encore au bagne ou languissait en exil, le mouvement ouvrier renaissait déjà en France. La nouvelle génération socialiste, enrichie par l'expérience de ses aînés et nullement découragée par leur défaite, releva le drapeau tombé des mains des combattants de la Commune et le porta en avant avec assurance et intrépidité au cri de « Vive la Révolution sociale! Vive la Commune !» Et quelques années plus tard, le nouveau parti ouvrier et l'agitation qu'il avait déclenchée dans le pays obligeaient les classes dominantes à remettre en liberté les communards restés aux mains du gouvernement. Le souvenir des combattants de la Commune n'est pas seulement vénéré par les ouvriers français, il l'est par le prolétariat du monde entier. Car la Commune lutta non point pour quelque objectif local ou étroitement national, mais pour l'affranchissement de toute l'humanité laborieuse, de tous les humiliés, de tous les offensés. Combattante d'avant-garde de la révolution sociale, la Commune s'acquit des sympathies partout où le prolétariat souffre et lutte. Le tableau de sa vie et de sa mort, l'image du gouvernement ouvrier qui prit et garda pendant plus de 2 mois la capitale du monde, le spectacle de la lutte héroïque du prolétariat et de ses souffrances après la défaite, tout cela a enflammé l'esprit de millions d'ouvriers, fait renaître leurs espoirs et gagner leur sympathie au socialisme. Le grondement des canons de Paris a tiré de leur profond sommeil les couches les plus arriérées du prolétariat et donné partout une impulsion nouvelle à la propagande révolutionnaire socialiste. C'est pourquoi l'œuvre de la Commune n'est pas morte. Elle vit jusqu'à présent en chacun de nous. La cause de la Commune est celle de la révolution sociale, celle de l'émancipation politique et économique totale des travailleurs, celle du prolétariat mondial. En ce sens, elle est immortelle. De la fin, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout, le monde va
va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu ni ses arbitres humains. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Ouvriers et paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, oisifs ira loger ailleurs. Combien de nos chiens se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droit et à but éducatif. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.